Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui avec Kevin pour pouvoir parler des avantages et des limites de l'utilisation du réseau Tor. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, quand on va sur le réseau Tor, il y a deux grandes parties. Il y a le réseau traditionnel sur lequel on va pouvoir envoyer toutes les requêtes qu'on souhaite. Et après, il y a la partie plutôt Tor Browser sur lequel on va pouvoir naviguer sur le web avec un navigateur web spécifique. Donc, on va peut-être commencer par parler d'abord des premiers avantages du réseau Tor de manière plutôt globale, et après on parlera un petit peu des limites que tu as pu rencontrer lors de son utilisation. Pour mon expérience, elle est quand même assez limitée, je me suis un petit peu baladé dessus, je comprends comment ça fonctionne, je l'ai un peu utilisé. Je trouve que globalement, le réseau Tor de manière globale, il est assez lent de par l'utilisation cryptographique qui en est faite. Donc on est obligé de faire passer les paquets par différents serveurs avant d'avoir un retour. Et globalement, sur l'ensemble des protocoles que j'ai pu tester, que ce soit du DNS, de l'HTTP, que ce soit du Jabber, de l'XMPP, de l'IRC, ça marchait plutôt assez bien, mais on avait toujours des lenteurs qui étaient quand même relativement extrêmes. Toi, au niveau de ton utilisation, qu'est-ce que tu as pu percevoir, en tout cas, de l'utilisation du réseau Tor de manière globale? Et après, on parlera peut-être de la partie web qui est un peu plus spécifique. Bah déjà, première chose, exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que la lenteur, oui, elle est extrêmement présente, c'est inhérent de toute façon à l'utilisation du réseau Tor. Alors, il y a des moyens de la réduire un tout petit peu, notamment en spécifiant dans la configuration du navigateur des localisations, des pays dans lesquels on veut que nos nœuds se situent, notamment nœuds d'entrée et nœuds de sortie. Ça permet au moins de réduire la latence sur les transferts d'informations. Par contre, ça ne réduira pas la latence sur le côté cryptographie avec les multiples chiffrements, déchiffrements. Et du coup, l'idée est peut-être de choisir un pays qui est proche d'une autre, ou au contraire un pays qui est peut-être plus loin, ou un pays qui a naturellement une bonne connexion Internet pour avoir un nœud de sortie qui est performant. Comment est-ce que tu choisis justement, toi, ces nœuds d'entrée et nœuds de sortie? Personnellement, quand j'ai besoin de quelque chose où j'ai pas envie de passer 8 ans à charger mes liens, j'ai noté qu'avec des pays proches de moi, ça allait au moins un petit peu plus vite. C'est pas non plus faramineux, parce que comme tu le dis, il y a des nœuds qui ont des connexions Internet qui sont vraiment horribles. Il y a des nœuds qui ont la fibre, et ça, par contre, ça, on ne le maîtrise pas. Donc, on peut très bien dire, OK, je veux un nœud de sortie qui soit en Italie, par exemple, mais on n'est pas à l'abri que ce soit l'Italie du Sud, au fin fond de la campagne, là où il y a la DSL, et du coup, pas de bol. Donc, deuxième possibilité pour accélérer un peu, pour tenter d'accélérer son circuit à travers Tor, c'est tout simplement de régénérer un circuit. Donc, dans le navigateur, en haut à droite, il y a une petite icône de balai qui permet de régénérer un nouveau circuit et donc de changer de nœud. Et certaines fois, il est possible d'avoir des nœuds un petit peu plus performants. Et quand tu choisis tes nœuds, tu as une liste d'IP, une liste de nœuds qui apparaissent, et peut-être que tu les notes, ou au contraire, c'est par pays, tu dis je veux sortir dans ce pays-là, ou je veux sortir dans ce pays-là. Absolument pas. Non, non, vraiment, c'est dans la navigation, c'est le fichier torc, où en fait, on va pouvoir dire, entre brackets, on va pouvoir dire EU, on va pouvoir dire US, on va pouvoir dire, voilà, il y a des pays comme ça. Il y a une liste officielle des pays qui est disponible. D'ailleurs, tout comme le fait que les nœuds du réseau Tor sont une liste qui est publiquement accessible. Donc du coup, voilà, il est possible de pouvoir au moins choisir son pays, mais en tout cas, j'ai pas trouvé le moyen de choisir des IP spécifiques. Et je pense que le fait de choisir tout le temps les mêmes IP spécifiques, ça perd un petit peu le principe du réseau Tor. Du moins sur la partie Justement, c'est anonyme. ça. On parlera peut-être des avantages. Et est-ce que c'est un avantage de posséder son propre nœud Tor pour faire passer du trafic? Est-ce que ton navigateur va passer en priorité par le tien avant d'aller rebondir ailleurs? Ou est-ce que pas du tout, c'est tu mets à disposition de la puissance de calcul et du réseau à l'ensemble du réseau Tor? Alors, j'ai jamais mis en place de nœud, et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, peut-être que t'en sais un petit peu plus là-dessus, mais ce que je sais, c'est que mettre en place un nœud Tor, en soi, encore une fois, mettre en place un nœud Tor, c'est pas illégal. Par contre, c'est la configuration qu'il y aura dessus qui peut l'être. Et il y a tout un panel de choses, notamment en Europe, avec tout ce qui est loi RGPD, et des lois qui sont d'autant plus restrictives en France, qui font que le nœud Tor peut devenir illégal. Je vais prendre un exemple qui est très simple, mais dans la configuration d'un nœud Tor, il peut être un petit peu préférable, voire même par convention, on ne va pas garder l'historique des requêtes, ce qu'on appelle les logs. Donc, on va passer notre serveur en no-log. Le fait de mettre à disposition un serveur de rebond pour accéder à des ressources sur Internet sans garder les logs, aux yeux de la loi RGPD, c'est illégal. Donc, c'est pas illégal d'avoir son nœud, mais selon comment on le configure, ça peut être illégal. Donc, ça, par contre, ça peut entraîner des risques.
Il y a eu des Après, jurisprudences, justement, où il y a des personnes qui avaient des nœuds, alors de mémoire, c'était en Allemagne, et c'était assez compliqué, justement, parce qu'ils prouvaient qu'ils avaient strictement rien, et du coup, ils ne savaient pas sur quoi les personnes étaient allées naviguer. Mais vu comme c'était leur IP de sortie, ils étaient pénalement responsables. c'est ça. Et donc, c'est là où c'est hyper compliqué. En France, quand on fournit un accès Internet, on est considéré comme fournisseur d'accès Internet, ni plus ni moins, c'est le terme. Et du coup, on est obligé de garder ces 1 an d'historique et de pouvoir savoir qui a consulté quelles ressources. Donc, si jamais vous avez un Wi-Fi public en entreprise, vous êtes obligé de savoir qui a consulté quelles ressources. Et c'est aussi pour ça qu'on a des portails captifs et autres. Mais là, le problème de Tor, c'est que justement, on ne sait pas qui est allé consulter cette ressource-là. Et donc, je sais qu'en Suisse, ils ont des lois qui sont légèrement différentes parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne, du coup, pas affiliés aux mêmes lois. Et justement, ils ont la possibilité d'avoir des VPN, eux, no-log. Donc, je pense que si vous êtes en France et que vous voulez monter votre propre réseau Tor, votre propre nœud Tor, pardon, j'irais plutôt voir côté hébergeurs suisses qui ont des réglementations qui sont différentes de la réglementation française. Exactement, et on en revient du coup à l'une des premières questions que tu as posées dans la première vidéo sur où sont hébergés les nœuds Tor. Et ben c'est pas pour rien qu'on les retrouve dans des endroits où c'est un petit peu exotique parce que justement la législation est plus souple là-dessus et on risque moins de choses en faisant passer du trafic de personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est un petit peu la problématique, c'est qu'on veut essayer d'aider ce réseau à se développer, à ce qu'il soit plus performant. Donc, on va peut-être prendre un nœud avec une bande passante qui est assez bonne. Je sais que j'en ai eu monté un à une époque aux Pays-Bas parce qu'il y avait des serveurs chez Vultr. Ça se monte hyper facilement sur une Debian. C'est quelques lignes de config et puis après, ça roule tout seul. Mais effectivement, il fallait faire absolument attention à ce qui pouvait transiter dessus. Et donc, soit on se mettait en mode mouchard et on attrapait tout le trafic. Et à partir de là, si c'est pas dans l'idéologie en tout cas de faire fonctionner le réseau Ah oui, Tor, complètement. où on laissait tout passer et on gardait aucune log. Et là, pénalement, on pouvait avoir des problématiques et du coup, il fallait bien sécuriser. C'est toute là la grosse problématique et la grosse dichotomie entre faire et pas faire pour le réseau Tor. Parce que le réseau Tor, tout le monde est d'accord pour se dire que c'est fabuleux, c'est génial pour tout ce pour les personnes à qui ça sert, notamment, encore une fois, initialement, contourner des censures pour des pays comme Corée du Nord, Chine, etc., où là, tout le monde applaudit parce que ces gens peuvent avoir accès à des ressources internationales. Mais dès lors qu'il faut contribuer de manière active et technique, et ben là, du coup, on nous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est assez difficile d'agir techniquement et factuellement sur ce réseau, du moins de proposer des services dessus, parce que automatiquement, bah oui, on peut être, c'est répréhensible contre nous en fonction de ce qui en est fait. Et si jamais on n'est pas capable de désigner des personnes. En fait, c'est surtout ça, de ne pas être en mesure de désigner qui fait quoi par rapport au service qu'on a mis en place. Si tant est que notre service est légal, bien évidemment. Si on met en place une marketplace qui vend de la drogue, c'est nous. Oui, effectivement. Mais là, ils n'auront pas trop de mal à aller chercher la bonne personne oui, en question complètement. à ce moment-là. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il y a des ONG de mémoire, Médecins sans frontières a fait ça. Pour avoir échangé avec eux, ils faisaient passer des routeurs dans les chariots où il y avait tous les médicaments et autres dans les pays qui étaient en guerre pour arriver à monter des réseaux alternatifs. Ils passaient pas forcément par du Tor parce que de temps en temps ça marchait pas ou c'était trop lent pour les communications. Ils passaient pas mal par des pirate box qui créaient leur propre réseau d'échange parce qu'on a I2P, on a d'autres ZeroNet, on a d'autres réseaux alternatifs. Et donc, pour toi, quels sont vraiment les avantages fondamentaux du réseau Tor par rapport à un autre réseau qu'on pourrait trouver ailleurs? Comme par exemple des VPN, tu veux dire? Alors, pour les VPN, je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet entre Tor et les VPN parce que c'est un gros morceau. Mais par rapport au ClearNet, déjà, je pense, si on pouvait comparer les deux, quels sont les avantages de Tor? Et après, par rapport à tous les autres réseaux alternatifs comme I2P, ZeroNet, PirateBox et autres. Alors déjà, le fait que, par rapport au ClearNet, c'est très simple, hein, et c'est ce pourquoi Tor a été créé initialement. C'est que le fait d'ajouter des intermédiaires et des couches de cryptographie, ça permet d'assurer un certain anonymat et surtout de pouvoir sortir du pays par le biais de, entre guillemets, par des intermédiaires. Donc ça veut dire que si jamais on tente de sortir d'un pays qui a des restrictions, des censures très fortes, si on le fait par le ClearNet, on n'y arrivera pas. Parce que ça sera une sorte, leur Internet à eux, c'est une sorte d'intranet national qui est assez hermétique. Par contre, dès lors qu'on utilise justement des nœuds Tor qui, eux, utilisent des chiffrements très complexes, qui utilisent
tout un routage, etc., ça va permettre de contourner tout ça. Donc, pour des gens qui ont un besoin de faire passer de l'information de manière anonyme, assez sécurisée quand on utilise bien le réseau Tor, depuis des pays où les censures sont très fortes, et ben, du coup, ça marche. Ça marche. Ça comble un manque que n'a pas le Clear Web. Après, bon, bah, on avait déjà dit que effectivement, quand il y a quelque chose qui est bien d'un côté, il y a forcément un downsize de l'autre. Donc, bah oui, forcément, ça va être plus lent. Il faut faire plus attention. On peut être fiché aussi très rapidement parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on utilise le réseau Tor, comme je l'ai dit, les nœuds Tor sont sur des listes qui sont publiques. Donc, les IP des nœuds sont publics. Ce qui veut dire que, certes, on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Donc, ce qui se passe au milieu, donc, quand j'envoie un message, on ne verra pas entre le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3. Bref, il y aura toute une tambouille qui sera faite. Par contre, mon fournisseur d'accès, il sait que je suis en train de dialoguer avec un nœud Tor. Il le sait parce que l'IP de mon nœud d'entrée est public. Donc là aussi, c'est pas illégal, mais ça peut permettre aussi de faire un petit, de mettre un petit peu l'œil sur soi, quoi, d'attirer l'œil sur soi. Donc il y a des contre-mesures qui existent, notamment par le biais des ponts Tor, et qui là permettent aussi de contrer un petit peu tout ça. C'est-à-dire, ce sont des nœuds qui sont cachés, qui changent tout le temps, et en fait, il faut faire des demandes pour y accéder, pour avoir l'IP, et là, à ce niveau-là, on peut faire des modifications dans les configurations pour passer par ces ponts. Et justement, est-ce que c'est pas un inconvénient d'utiliser le réseau Tor parce qu'on se retrouve des fois bloqué pour l'accès à certains sites web où ils disent vous venez de Tor, on ne veut pas de votre trafic, ou on va te balancer 150 captcha supplémentaires, et du coup tu te retrouves dans une navigation qui est vraiment freinée. Si tu utilisais du Clear Web en passant par le réseau Tor, pas forcément pour accéder au pognon, parce que pour les personnes qui sont en Europe, ça va être, parce que l'internet en Europe, c'est quand même utile d'utiliser le réseau Tor pour aller voir des sites en .onion, pour aller découvrir d'autres choses. Mais la contrepartie, c'est que si jamais on va sur le Clear Web en passant par le réseau Tor, on se retrouve tout de suite en face de grosses barrières qui sont difficilement contournables. Et c'est normal. On se dit que quand on a un site web classique comme YouTube, Amazon ou quoi que ce soit, on se dit pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi par le biais d'un réseau parallèle alternatif, quoi. Donc, bah, encore une fois, de la même façon, comme notre fournisseur d'accès peut savoir que l'on discute avec un nœud Tor parce que l'IP des nœuds est public, et ben de la même façon, l'IP des nœuds de sortie est aussi public. Donc, il est possible de télécharger une liste de ces adresses IP quand on veut, et de pouvoir les mettre sur son site internet et de dire bah, tout ce qui provient de ces IP-là, tu refuses. Parce que j'ai pas envie de gens qui proviennent de Tor. Donc effectivement, ça peut avoir un impact sur son utilisation d'Internet dans le cas d'un Internet classique. Mais, tout comme il est possible d'avoir des nœuds cachés que l'on appelle des ponts Tor, il est possible de demander des ponts Tor de sortie. Et à ce compte-là, du coup, il est possible de faire en sorte de cacher et à son prestataire d'Internet et au site Internet auquel on veut avoir accès, que l'on est en train d'utiliser le réseau Tor. Ouais, je sais que par exemple, dans certaines universités, par exemple, ou dans des campus universitaires, c'est extrêmement compliqué de pouvoir traverser les pare-feux qui sont mis à disposition par l'équipe d'éducation pour éviter que les personnes puissent aller consulter des sites pour adultes ou même des sites qui sont à caractère religieux ou autre. Il n'y a pas forcément de vue dans ce sens-là. Et quand on est sur des campus, voilà, exactement, quand on est sur des campus où les personnes sont adultes, elles sont majeures, elles peuvent aller consulter ce qu'elles ont envie de consulter, et ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui passaient justement par le réseau Tor pour pouvoir accéder ni plus ni moins qu'au site de manière traditionnelle. S'ils ont besoin d'aller sur un forum, je ne sais pas, sur RootMe, par exemple, pour aller s'entraîner sur du piratage, sur du piratage, c'est un grand mot, mais sur des techniques d'intrusion, et ben, je sais qu'il y a beaucoup de pare-feux, de proxy qui bloquent en tout cas ce type de site. Bah, concrètement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, dans l'espace de coworking dans lequel je suis, il y a justement un proxy qui m'empêche d'aller chercher des ressources qui, moi, me sont utiles. Par exemple, pour télécharger des outils de pentest qui sont à usage, moi, professionnel, je ne peux pas y aller parce que le proxy m'en empêche. Donc, je vais utiliser le réseau Tor. Par contre, tu fais bien de parler justement du réseau Tor qui est utilisé pour passer les proxys. Il y a une petite histoire avec une bombe de mail qui a été envoyée à Harvard en 2013 par un étudiant, et où du coup, cette bombe de mail a été envoyée, donc c'est-à-dire qu'il y a eu plein de mails qui étaient envoyés à plein de monde dans Harvard, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'adresse email qui avait été utilisée passait justement par le protocole Tor, enfin, avait un usage dans le protocole Tor.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé au moment de l'envoi, peu de temps avant, qui utilisait Tor dans le campus, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un pimpin qui utilisait le réseau Tor dans le campus. Et du coup, bah, ce mec-là a été chopé et ils ont pu savoir que c'était lui. Tout simplement parce qu'encore une fois, les nœuds Tor sont publics et qu'il ne s'est pas dit si j'utilisais un pont, c'est vrai, ce serait pas bête. Une autre façon de faire, ça aurait été de mettre un VPN, prendre un VPN et puis de mettre par-dessus Tor. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà passer tout notre réseau par le biais d'un VPN et puis faire une surcouche par le réseau Tor. Là, ça permet au moins de chiffrer les communications et puis de faire en sorte de passer déjà par un premier intermédiaire. Je veux dire, ça permet au moins de complexifier l'identification de la personne qui passe par le réseau Tor. Par contre, ça n'aura absolument pas plus anonyme, parce que c'est le prestataire de VPN. Si quelqu'un vient toquer à sa porte pour lui demander qui est à l'origine de ça, il donnera toutes les informations qu'il a. Parce qu'encore une fois, il est Tout prestataire. dépend du pays, tout dépend. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, ça dépend du pays, ça dépend de la norme, ça dépend de la technologie qui est utilisée, parce que les VPN, c'est pareil, il y a plein de technos différentes. Mais on fera une vidéo dédiée sur la différence entre Tor et les VPN, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi en dire. Et après, sur l'utilisation de Tor, moi j'ai l'impression que certaines personnes se pensent un peu dans une certaine impunité en fait d'être sur le réseau Tor et de se dire je peux faire tout ce qui me chante parce que justement je suis totalement anonyme. Et là où tu le rappelles, et c'est un point extrêmement important, c'est qu'il y a plein de moyens de désanonymiser une personne et plus elle va se sentir en confiance, plus il y a de risques justement qu'elle fasse une erreur et qu'elle soit justement attrapée à ce moment-là. Et c'est là où vraiment on vous met en garde, ne faites pas n'importe quoi sur Tor. Si vous faites des choses illégales, vous assumez pleinement ce qui peut vous arriver. Et c'est pas parce que vous faites sur des pays qui sont au bout du monde que la France ne vous sanctionnera pas, parce qu'on a quand même des lois qui sont assez strictes sur ce sujet-là. Et vous inquiétez pas, Interpol et autres savent très bien faire le travail quand il s'agit d'expatrier des personnes pour être jugées à l'autre bout du monde. Complètement. Au-delà même du fait de... en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le réseau Tor est tellement fantasmé dans cette espèce d'inconscient de oh là là, on a accès à des choses qui peuvent être illégales, donc forcément, ça pousse la curiosité, que du coup, ça force la désinhibition, j'ai l'impression. J'avais une amie comme ça qui m'avait demandé des informations sur le réseau Tor et qui m'avait demandé comment l'installer, comment faire et tout, et je lui avais dit pop, 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 pop. Alors, écoute-moi bien, tu ne travailles absolument pas dans l'informatique, tu es complètement moldu dans ce milieu-là. Si jamais tu dois aller dessus, fais-le avec moi. Je veux dire, je préfère que tu sois à côté de moi et qu'on fasse les choses bien et que je te montre les choses correctement plutôt que tu le fasses par toi-même et que tu fasses une erreur, parce que je sais très bien pourquoi tu veux faire ça, je sais très bien qu'il y a une curiosité là-bas, là derrière, et que tu risques de faire des erreurs. Donc oui, il faut y aller mollo, il faut prendre son temps, il faut se renseigner, et surtout, quand vos parents vous disaient ne donne jamais d'informations sur toi à quiconque sur Internet, c'est encore plus vrai sur le réseau Tor. Vraiment, changer de prénom, changer de nom, changer de ville, changer tout ce que vous voulez, ne donnez aucune information, rien. C'est trop risqué. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. C'est exactement ça. On ne sait pas sur qui on tombe. Et il y a vraiment cette barrière de l'anonymat qui va permettre à certaines personnes d'être désinhibées, comme tu disais. C'est bizarre parce que des personnes, par exemple, qui vont acheter de la drogue sur Internet, et il y a une très bonne série qui a été créée sur Netflix qui s'appelle How to Sell Drugs Online Fast. Online, ouais. Exactement. Et c'est vraiment... on comprend vraiment l'histoire et c'est quelque chose qui est très proche de la réalité, ce qui est fait. C'est vraiment... De mémoire, c'était inspiré de je ne sais plus quelle place de marché où les personnes faisaient réellement ça. Et c'est là où on voit que les personnes dans la réalité, elles n'ont pas la carrure qu'elles se donnent sur ces places de marché ou sur la vie, on va dire, numérique. Et par exemple, je suis sûr qu'il y a un paquet de personnes qui achètent des drogues dures, par exemple, directement sur des places de marché sur le Darknet, qui donnent leur adresse, qui en seraient totalement incapables d'aller voir dans la rue un mec qui est complètement camé et qui est potentiellement armé et qui se retrouve dans un quartier complètement pourri pour aller lui donner un billet de 10 € pour récupérer quelque chose. Ah mais c'est sûr, c'est certain. Et en même temps, je veux dire, c'est un petit peu le propre de tout avec le numérique. C'est-à-dire que pourquoi Tinder a été créé, c'est parce que les gens, pareil, il y avait une certaine inhibition quand on tente d'aller voir quelqu'un et de lui dire salut, ça va, est-ce qu'on fait connaissance? Là, Tinder, on swipe et puis c'est terminé. C'est un peu pareil du coup là, à une autre mesure et à une autre échelle, parce qu'on parle quand même de choses qui sont hautement plus illégales que Tinder. Oui, forcément, déjà les gens font des choses qu'ils ne feraient pas. Et puis deuxièmement, du coup, comme ils font des choses qu'ils ne feraient pas, je pense qu'il y a une certaine pression, un certain stress, une certaine adrénaline qui là pousse encore plus à faire des erreurs. Et comme tu disais, ces gens qui achètent de la drogue sur des marketplaces comme ça, je suis persuadé, je mets ma main à couper, qu'il y en a qui mettent carrément leur adresse.
pour dire bah, livre-moi ici, c'est bon, je m'appelle monsieur machin, je te fais confiance, pas de souci. Et ouais, bah non, c'est ça qui est loupé. surprenant. Et c'est ça, c'est qu'ils se font livrer à des adresses qui sont les leurs, souvent même chez eux. C'est même pas des boîtes postales, c'est même pas. Ouais. Il y a plein de méthodes pour aller planter une boîte aux lettres à la campagne pour arriver à récupérer une adresse et autres. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, c'est des personnes qui vont même payer en carte bleue sur Alors, la j'ai plateforme. jamais vu moi ça, des cartes bleues sur les plateformes, mais je suis sûr que c'est possible. Après, il faut quand même un prestataire Je suis bancaire quasi sûr quelque qu'il y en a part. qui le font. Oui, oui, mais après, des prestataires, des fournisseurs bancaires, ça se trouve dans des pays où tu payes des Oui, frais c'est qui sont vrai. exorbitants, où ils ferment totalement les yeux. Après, effectivement, il y a l'aspect crypto où ils payent en BTC. Souvent, ils le font depuis des plateformes centralisées. Donc, pareil, il y a l'identité, le KYC, tout y est. Hein. Ouais, On peut c'est arriver vrai. à retracer. C'est ça, en fait, qui m'intrigue. C'est que quand on voit les modes d'utilisation et les modes de paiement, les gens, ils se pensent anonymes, mais ils font tout pour filer leurs infos, en fait. Je suis persuadé que si c'était possible de payer par PayPal, les gens le feraient. Il faudrait faire un petit. Justement, pour toi, c'est quoi les moyens de paiement que tu as vu le plus? Moi, j'ai vu BTC et une fois, j'ai vu carte bancaire. Alors moi, j'ai pas vu carte bancaire, donc c'est vrai que je suis assez surpris, je trouve ça assez rigolo. Moi, j'ai déjà vu BTC et j'ai déjà vu Monero, donc Ouais. crypto-monnaie anonyme. J'ai pas vu beaucoup de choses exotiques. Si, bah, forcément, j'ai déjà vu des personnes sur, notamment des sites qui vendent des fuites de données, qui peuvent demander de l'Ethereum, qui peuvent demander n'importe quelle crypto-monnaie, entre guillemets «anonyme» ou qui a un niveau d'anonymat un peu plus fort, donc du Pirate Chain, des choses comme ça. Hem Sachant que l'Ether, c'est pas du tout le cas. Hein. ah non, bah Non, non, c'est anonyme comme sur le BTC, donc absolument pas. blockchain totalement transparente. Complètement, exactement. Principe même de la blockchain du coup. Mais bah, du coup, j'ai pas vu trop d'autres choses. Si, j'ai déjà vu des cartes prépayées, paiement par carte Ouais. prépayée, donc PaySafeCard, des choses comme ça. J'ai déjà vu aussi par Western Union, heu, mais que des choses où en fait, c'est difficile de Mais récupérer c'est pareil. l'argent ou de tracer. Mais attends, Western Union, quand il va le dépôt, tu es obligé de présenter une carte d'identité, en fait. Tu peux pas envoyer la. C'est pas des Hawala, je sais plus le nom des dépôts, c'est pas des dépôts Hawala, où tu peux aller Oui, envoyer de mais l'argent à l'autre bout du monde sans oui, identité, sans mais rien. si je te vends un truc en one shot, qu'est-ce que j'en ai à foutre que toi, en tant qu'acheteur, tu te fasses choper? C'est Oui, moi. mais justement, c'est l'acheteur, je dis pour l'acheteur, il Ah se oui, pointe pour à l'acheteur, Western c'est Union, complètement il monte bête. sa tête avec la carte d'identité, Mais il oui, dit bonjour, vous me mettez 20 $ pour acheter de la drogue sur cette plateforme-là. oui. C'est là où je comprends pas en fait le délire des gens, tu vois. Mais voilà, bah, parce que le vendeur, du coup, derrière, il peut l'utiliser et qu'ils ne retrouveront rien. Enfin, ce sera très difficile de remonter jusqu'à lui. Mais l'acheteur, oui, c'est tout comme tu me dis avec une carte bleue, bah, c'est encore pire. Hein. Il n'y a même plus besoin d'aller chercher chez l'émetteur de Western Union. Hein. On va toquer à la porte de la banque, c'est fini. Donc voilà, moi j'ai vu souvent ouais, tout ce qui est prépayé et crypto-monnaie. Vraiment très globalement crypto-monnaie. Ouais, bah, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce qui est les avantages et les limites du réseau Tor qui sont quand même très génériques et assez spécifiques sur certains aspects qui sont un petit peu techniques. Je pense que c'est extrêmement important. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire parce qu'on n'a pas forcément la vue sur l'ensemble des contraintes et des avantages que peut apporter le réseau Tor. Pensez à récupérer le guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Et pensez également à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut!